Monsieur le Président du Conseil, Madame la Ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, Monsieur le Président, Monsieur le distingué membre du Conseil, je voudrais, à l'entame de mon propos, me joindre aux voix du Conseil et à celles du Secrétaire général pour renouveler mes plus sincères condoléances aux familles des casques bleus victimes d'engins explosifs, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Bangladesh. Je m'incline par la même occasion devant la mémoire de tous les soldats de la paix qui ont sacrifié leur vie dans la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA pour le retour de la paix et de la sécurité en République centrafricaine. J'en appelle au gouvernement centrafricain pour la levée de l'interdiction des vols de nuit. Les vols de nuit sont indispensables pour la sécurité et la sûreté des casques bleus, des acteurs humanitaires, de tous les partenaires sur le terrain, du personnel civil et des populations en besoin d'assistance humanitaire. Il me revient de relever que l'interdiction des vols de nuit prive tous nos pilotes déployés en République centrafricaine du minimum quantum horaire qui est requis pour la préservation de leurs certificats, qu'ils ont tous perdus en conséquence d'une disqualification de fait. J'apprécie le privilège que m'offre ce Conseil de partager avec ses membres mes observations quant aux développements majeurs qui méritent votre attention 4 mois après notre dernier examen de la situation en République centrafricaine. En effet, l'analyse critique des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des priorités stratégiques du mandat multidimensionnel de la MINUSCA est nécessaire sur les 4 volets suivants. Le premier, les dynamiques politiques et sécuritaires. Le deuxième, les moyens de sauvegarder les acquis de la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. Le troisième, les perspectives de décentralisation du processus politique et de paix. Et enfin, le quatrième, l'extension de l'autorité de l'État pour des solutions politiques durables aux causes profondes du conflit politico-sécuritaire en Centrafrique. Sur le plan sécuritaire, l'appui de la MINUSCA s'est avéré décisif. Tout en prenant l'exacte mesure des menaces et des risques, et toujours adossé à notre concept d'opération sans préjudice de la responsabilité principale du gouvernement, la MINUSCA a en effet joué un rôle primordial pour protéger les populations civiles et pour faciliter la fourniture de l'aide humanitaire par une posture robuste, préventive et proactive en réponse aux alertes reçues des communautés. Cette posture s'illustre à travers nos opérations qui ont permis de projeter de manière préventive les forces de la MINUSCA au nord-est de la République centrafricaine pour y restaurer un environnement propice à la protection des civils, à l'assistance humanitaire, à l'avancement du programme national du DDRR, au fonctionnement de l'administration territoriale et couper les routes d'approvisionnement des groupes armés en conséquence. Nous continuerons de soutenir le redéploiement des forces de défense et de sécurité intérieure dans le respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme. Nous constatons tout de même avec préoccupation que la protection des populations civiles des abus et violences physiques continue de se heurter à la persistance des menaces causées par le regain d'activité de groupes armés dans les localités frontalières du secteur ouest de la Centrafrique, qui sont les plus affectées par la pose de mines et des engins explosifs dont notre propre force a été victime en début de ce mois. En ce moment, notre force est en pleine opération conjointe avec les forces de défense et de sécurité nationale pour enrayer les menaces causées par des groupes armés, protéger les populations, faciliter l'assistance humanitaire et soutenir le programme de DDRR au centre du pays. La ressurgence de l'activité des groupes armés et l'utilisation des engins explosifs dans les zones frontalières du nord-ouest du pays rendent difficile, voire impossible, l'accès aux populations qui se trouvent dans un besoin crucial et urgent d'assistance humanitaire. Ceci confirme que l'absence d'attaques délibérées et de masse contre les populations civiles durant la période couverte par notre rapport n'en écarte pas moins la prévalence tant que toutes les parties au conflit
ne renonceront pas à la violence. Les populations centrafricaines, particulièrement les plus vulnérables, continuent de payer le plus lourd tribut au conflit. Il faudra plus que la posture robuste de la MINUSCA et la capacité sécuritaire du gouvernement pour rétablir, de manière durable, la sécurité sur l'étendue du territoire centrafricain. Il faudra aussi créer les conditions pour une résolution politique de la crise centrafricaine et un renoncement par les groupes armés au recours à l'offensive armée et à la violence pour faire valoir leurs revendications. C'est en cela que la MINUSCA salue l'élaboration et le début de la mise en œuvre du chronogramme mutualisé de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine et de la feuille de route commune pour la paix en République centrafricaine de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, sous la coordination effective du Premier ministre et chef de gouvernement, ainsi que le leadership et l'engagement personnel du chef de l'État. L'engagement des garants et facilitateurs de la PPR, ainsi que de l'Angola et du Rwanda, pour le compte de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. À présent, nous n'avons plus d'autres alternatives que l'opportunité naissante de transcender le formalisme qui a par moments caractérisé le processus de paix pour en faire une réalité perceptible qui donne à des résultats et mène à des résultats tangibles. Telle est l'ambition affichée par le gouvernement et l'espoir nourri par les partenaires internationaux qui s'investissent dans le soutien à la mise en œuvre du chronogramme gouvernemental. À cet égard, j'aimerais relever l'effet multiplicateur que génère déjà le commencement de l'exécution par le gouvernement de ce chronogramme. Par exemple, l'initiation, le 14 septembre 2022, par le président de la République du dialogue avec les leaders de 11 groupes armés en vue de leur dissolution au titre des engagements politiques de la PPR et l'ajustement des capacités de réponse aux besoins de désarmement, de démobilisation et réintégration exprimés par certains groupes armés. L'on ne saurait également passer sous silence les réformes structurelles relatives à la mise en place par décret en date du 28 septembre dernier du comité d'intégration des ex-combattants, la reprise des inspections dans le cadre du renforcement de contrôle des forces de défense et de sécurité, ainsi que l'adoption d'un code de marquage des armes et munitions, pour ne citer que ces quelques développements parmi tant d'autres. C'est ici le lieu de rappeler le consensus établi à travers les réunions de coordination présidées par le Premier ministre quant à la primauté de la composante politique du chronogramme pour une solution durable à la crise politico-sécuritaire que traverse la République centrafricaine et aux coûts et conséquences dévastateurs sur les populations civiles. C'est pour cette raison que nous continuons d'encourager le gouvernement pour la mise en œuvre de sa stratégie de réengagement des groupes armés liés par la feuille de route de Luanda pour l'effectivité du cessez-le-feu, l'abandon de la violence et la finalisation des pourparlers déjà entamés avec le soutien des mandataires de la CIRCGL, l'Angola et le Rwanda, en parfaite harmonie avec l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec bien évidemment le soutien continu de la MINUSCA en coordination avec les partenaires internationaux. Monsieur le Président du Conseil, depuis ma prise de fonction en avril cette année, j'ai entrepris plusieurs rencontres avec les populations centrafricaines, toutes générations et appartenances confondues, de différentes croyances religieuses et traditionnelles, les leaders d'opinion, différentes associations, dans l'arrière du pays, hors de Bangui. Des entretiens que j'ai eus avec les populations, j'ai été frappé par l'unanimité de leurs attentes et espoirs. Le retour de la paix et de la sécurité pour tous les Centrafricains et sur toute l'étendue du territoire et la décentralisation tangible des services et opportunités pour une jouissance effective par toutes les populations, indépendamment de leur région ou communauté d'origine. En d'autres mots, au cœur des attentes des populations demeurent la sécurité et l'inclusion. Ces demandes et attentes des populations centrafricaines
doivent être le leitmotiv de toutes les parties au conflit et la mission de tous les partenaires du processus de paix en Centrafrique. Le soutien unanime du Conseil est plus que jamais nécessaire pour ne laisser aucune autre alternative aux parties que d'exécuter leurs obligations en vertu de la feuille de route commune et de la PPR. Il y va de l'intérêt de la paix et de la stabilité, compte tenu de la fragilité de la situation sécuritaire, qui n'est toujours pas à l'abri d'un basculement soudain. En conséquence, tout retard dans l'exécution du volet politique de la feuille de route conjointe est de nature à compromettre les acquis engrangés et à exposer les populations à de nouveaux risques de violence massive au gré des rapports de force sur l'immense étendue du territoire centrafricain. Ce chronogramme gouvernemental de mise en œuvre de la feuille de route commune et de la PPR, si effectivement et entièrement exécuté par le gouvernement centrafricain, offre les moyens politiques de prévention de la recrudescence de la violence. C'est ici le lieu d'appeler tous les partenaires régionaux et internationaux de la République centrafricaine, les garants et facilitateurs de l'accord de paix, à apporter de manière coordonnée et en concordance avec tous leurs avantages comparatifs, leur soutien et contribution à la mise en œuvre du chronogramme sous la coordination effective du Premier ministre et la direction stratégique du Président de la République. Les progrès réalisés dans la restauration de l'autorité de l'État, y compris le redéploiement des forces de défense et de sécurité, le redéploiement des fonctionnaires, le renforcement du système judiciaire et la promotion des mécanismes de justice traditionnels, comme la Cour pénale spéciale, sont notables et à consolider. À cet égard, je tiens à saluer l'entame du premier procès devant la Cour pénale spéciale. J'invite le gouvernement à renouveler le mandat de la Cour et en appelle aux distingués membres du Conseil et autres membres à accroître leur soutien financier et en expertise aux investigations judiciaires en faveur du fonctionnement effectif de cette Cour qui contribue à briser le cycle de l'impunité, une étape absolument essentielle pour la réintégration sociale des victimes et la réconciliation nationale. Concernant les violations de droits de l'homme, outre la publication des rapports périodiques et le rapport annuel mandaté par le Conseil, nous avons établi un cadre référentiel de dialogue constructif et de reddition de comptes, aussi bien sur le suivi des violations documentées que sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans les rapports publics de la MINUSCA et du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Je voudrais ici saluer l'engagement du gouvernement centrafricain lors de la 49e session du Conseil des droits de l'homme à s'investir davantage dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations des rapports publics et organes de traité. Je renouvelle notre appel au Conseil et aux États membres pour la remobilisation et la mobilisation du soutien nécessaire au renforcement des mécanismes nationaux de promotion et de protection des droits de l'homme. Je voudrais, dans le même sillage, relever avec satisfaction le dialogue de haut niveau initié par Mme Ilse Brandts-Keris, sous-secrétaire générale aux droits de l'homme, lors de sa visite au début de ce mois en République centrafricaine. En ce qui concerne la réforme du secteur de la sécurité, je salue les efforts du gouvernement centrafricain pour avancer dans son processus de renforcement des capacités institutionnelles du secteur de la sécurité, qui reste essentiel pour protéger la population. La MINUSCA continuera de soutenir ce processus national qui nécessite le soutien coordonné et transparent de tous les partenaires de la République centrafricaine. Je tiens à souligner que ces efforts de réforme s'inscrivent également dans les priorités de la feuille de route de Luanda, contribuant à la restauration de l'autorité de l'État et à la sécurisation des frontières. Le respect par les institutions et le peuple centrafricain, le gouvernement et l'opposition, de la décision de la Cour constitutionnelle en date du 23 septembre 2022, annulant pour leur inconstitutionnalité les décrets portant création, fonctionnement et composition et nomination des membres du comité de rédaction du projet de constitution, ainsi que le retrait des 10 décrets
incriminés par le gouvernement sont à saluer. Je salue la maturité des acteurs politiques qui continuent à faire prévaloir la suprématie du droit et encouragent aussi bien le gouvernement que le peuple centrafricain à préserver jalousement cet héritage institutionnel, gage de stabilité politique et symbole de l'ancrage démocratique. En revanche, je ne saurais manquer d'appeler l'attention du gouvernement sur l'impératif de mettre fin aux manipulations de l'information, la stigmatisation d'institutions et de personnalités, y compris l'incitation publique à la violence. Les auteurs et instigateurs doivent répondre de leurs actes, qui menacent l'équilibre fragile d'une société en quête de cohésion et que diverses vulnérabilités rendent susceptibles à la manipulation. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, l'accalmie constatée dans certaines parties du territoire centrafricain grâce au redéploiement des forces nationales de défense et de sécurité et à la posture proactive et préventive de la MINUSCA permet une liberté de circulation de population et un retour accru des personnes déplacées et des réfugiés dans les zones récemment libérées de l'emprise des groupes armés. Cependant, les besoins humanitaires des populations dans ces zones restent alarmants et appellent à la mobilisation continue des partenaires humanitaires. Il est également important de consolider les gains sécuritaires et politiques observés dans certaines de ces zones par un engagement accru des partenaires de développement. J'appelle en particulier à la remobilisation des partenaires pour soutenir la pérennité des efforts dans le cadre de la réintégration socio-économique des ex-combattants et de l'extension de l'autorité de l'État. Des solutions durables pour la réinsertion au sein des communautés locales, des personnes déplacées et des réfugiés, combinées à celles pour la réintégration socio-économique des ex-combattants, seront de nature à renforcer la nouvelle politique de décentralisation en cours d'élaboration et accroître la contribution des élections locales au processus de démocratisation par l'inclusion et la réconciliation nationale. Ces élections, qui n'ont pas eu lieu depuis 1988, constituent et représentent une étape cruciale vers une gouvernance décentralisée, le parachèvement du processus de restauration de l'autorité de l'État et une plus grande légitimité des autorités locales auprès des populations qui les auront élues. Monsieur le Président, à la lumière de tout ce qui précède, l'espoir de la paix en Centrafrique subsiste et est réel. Il appelle à la poursuite des efforts politiques visant au renoncement à la violence comme moyen de résolution du conflit politique en Centrafrique, à la poursuite de l'optimisation du mandat de la MINUSCA, à la poursuite du dialogue inclusif avec l'opposition démocratique, au soutien des garants et facilitateurs au processus de paix en Centrafrique, ainsi qu'au soutien continu des partenaires régionaux et internationaux. L'espoir est donc permis et appelle à nos efforts collectifs de médiation entre toutes les parties au conflit pour la primauté d'une solution politique à la crise. En parallèle et en complément de l'action politique, la capacité de dissuasion par la mission, par la MINUSCA, de tous les acteurs nourrissant des velléités de solutions par l'action violente dans le conflit centrafricain dépendra du soutien effectif et continu du Conseil en maintenant un mandat robuste et flexible, ainsi que des ressources et capacités nécessaires à sa mise en œuvre. J'aimerais, pour terminer mon propos liminaire, saluer la clairvoyance du Conseil de sécurité qui a su prescrire à la MINUSCA un mandat à la hauteur des enjeux et préoccupations découlant de la situation en République centrafricaine. Le dernier rapport du secrétaire général témoigne de l'apport incommensurable et de la contribution qui reste indispensable du mandat multidimensionnel de la MINUSCA sur lequel comptent les populations, le gouvernement hôte et la sous-région dans la poursuite de notre quête collective de solutions politiques durables à la crise en République centrafricaine. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie Madame Rugwabiza
de son exposé. Je donne maintenant la